On a tous entendu parler du module lunaire Eagle, des navettes Columbia et Challenger ou des fusées Ariane. Mais d'où viennent ces noms ? Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau format sur la chaîne, Nom d'oiseaux, qui vous révèle les histoires qui se cachent derrière les noms des plus grandes machines de l'aérospatiale. Et on démarre avec mes machines préférées, les navettes spatiales. Quand il a fallu trouver un nom pour la navette destinée aux essais de vol plané, nous sommes alors en 1976. Cette année-là, les Américains célèbrent le bicentenaire de l'indépendance de leur pays. Logiquement, le président Ford propose alors de lui donner le nom de Constitution. Mais en 1976 également, les fans d'espace sont tous devant leur poste et au cinéma pour regarder le monde incroyable que leur propose Star Trek. Des milliers de courriers sont alors envoyés à la Maison Blanche par des fans pour demander à ce que la navette spatiale d'essai atmosphérique soit nommée Enterprise, en référence au vaisseau du capitaine Kirk dans la série. Et après tout, ils n'avaient pas tort de le proposer. Le terme de navette spatiale avait été popularisé par la série grâce à la navette Galileo, qui dans la série fait des allers-retours entre la Terre et l'espace. Au final, le nom d'Enterprise est accepté et la navette est baptisée en présence d'une bonne partie du casting de la série. Enterprise sera d'ailleurs la seule navette à ne pas hériter du nom d'un vrai navire. La première navette spatiale, Columbia, ne tient pas son nom de Christophe Colomb comme on pourrait le croire, mais d'un bateau, le Columbia Rediviva, qui en 1790 devient le premier à réaliser un tour complet de la Terre. Autant dire que le nom est très bien choisi pour la première navette spatiale à se mettre en orbite. Par la suite, le Columbia Rediviva explorera l'ouest du Canada, et c'est de lui et la colonie britannique implantée là que viendra le nom de la Colombie-Britannique et la rivière Columbia qui s'y trouve. Par la suite, le navire a donné son nom au module de commande de la mission Apollo 11, puis à la première navette spatiale. Le navire aujourd'hui n'existe plus, mais une réplique est visitable en tant qu'attraction à Disneyland en Californie. Tout comme Columbia, Challenger tient son nom d'un bateau, mais aussi d'un ancien vaisseau spatial de la NASA. Le HMS Challenger, ancien navire militaire, est reconverti en navire scientifique en 1872 et durant son unique expédition, il réalise un tour complet du monde, étudiant de près les océans de notre planète. Commandé par le capitaine George Nares, le Challenger effectue un voyage de près de 130 000 km durant lequel l'équipage étudie les courants océaniques et les caractéristiques de chaque océan, les fonds marins, mais découvre également près de 5000 espèces marines jusque-là inconnues. Aujourd'hui, ce navire reste un des plus emblématiques quand on parle de l'histoire de l'exploration des océans, mais seule la figure de proue du navire a subsisté. 100 ans après le HMS Challenger, un autre vaisseau Challenger part à la conquête d'une mer inconnue, la mer de la Sérénité, sur la face visible de la Lune. Le module lunaire Challenger est le tout dernier qui se pose sur la Lune en décembre 1972, avec à bord l'unique scientifique qui marchera sur la Lune, Jack Schmitt, un géologue. Accompagné par le module de commande America, Challenger passe 3 jours à la surface de la Lune dans la vallée de Taurus Littrow et permet aux astronautes d'explorer 36 km de la zone, dont une grande partie en rover lunaire. Challenger permet de battre un grand nombre de records, les plus longues sorties spatiales sur la Lune, le record de vitesse en rover, le plus gros échantillon de roches récoltées, la plus grande distance parcourue en surface. Au moment de quitter la Lune, la partie basse de Challenger reste sur la surface, alors que la partie supérieure ramène les astronautes et 110 kg de roches. Aujourd'hui, la seule partie encore visitable de ce module lunaire se trouve dans la vallée de Taurus Littrow, c'est son étage de descente, accompagné du drapeau qu'ils ont planté, les outils qu'ils ont utilisés et le rover qui a notamment filmé leur redécollage. La navette Discovery tient son nom non pas d'un, mais de plusieurs navires emblématiques. Nommer un navire Discovery est une tradition de longue date chez les Britanniques pour baptiser leurs navires d'exploration. Voici donc les histoires de quelques navires Discovery qui ont contribué à donner ce nom à la navette. Le navire Discovery, lancé au début des années 1600, permet l'exploration du Nouveau Monde, les futurs États-Unis, et particulièrement la côte Est. Durant son premier voyage, c'est le premier navire européen à explorer ce qui s'appellera plus tard le détroit et la baie d'Hudson, alors que la mission initiale est de trouver un passage vers le Pacifique en passant par le nord des Amériques.
Mais la mission s'avère être un échec, il ne trouve pas de passage. Le navire intègre ensuite une expédition afin de fonder une colonie en Virginie. C'est lors de cette mission que la ville de Jamestown est fondée. Le navire reste alors sur place et on mène, grâce à lui, une grande exploration de la baie de Chesapeake et diverses missions à la recherche de vivres. En 1610, le Discovery, commandé par Henry Hudson, se lance à nouveau à la recherche d'un passage vers le Pacifique par le nord. Mais une mutinerie à bord scelle le destin d'Hudson, contraint par l'équipage de quitter le navire sur un canot accompagné de son fils. Ils ne seront jamais retrouvés. L'histoire reste floue sur le sort du Discovery après 1614, mais aujourd'hui une réplique est visitable dans la ville de Yorktown. Un autre Discovery fait son apparition 150 ans plus tard, le HMS Discovery. Construit en 1774 sous le nom de Diligence, il est acquis et renommé Discovery pour la troisième et dernière expédition du célèbre capitaine James Cook. L'objectif de l'expédition est de découvrir le fameux passage au nord des Amériques, cette fois en passant par le Pacifique. Durant le voyage, l'équipage découvre les îles d'Hawaï et sa population, avec qui le courant passe plutôt bien. Ils font ensuite route vers la côte est de l'Amérique du Nord et la longent en direction du nord jusqu'à l'Alaska, où Cook espère trouver le fameux passage vers l'Atlantique. Il cartographie toute la côte jusqu'au détroit du Bering, où il peine à continuer en raison de la glace. Il est finalement contraint de faire demi-tour et retourne à Hawaï, où cette fois, des tensions naissent entre les explorateurs et la population native, qui mènent à la mort de James Cook, atteint par une pierre à la tête. Son corps est ensuite démembré et partiellement cuit et mangé par les natifs. Cook, qui veut dire en anglais cuisiner, n'aurait pas pu être un nom mieux choisi pour cet explorateur. Le reste de l'équipage retourne sur le Discovery et décide de mettre fin à l'expédition, revenant au Royaume-Uni en 1780. Là, le Discovery finira sa vie dans divers docks du Kent, oubliés de tous. Un siècle plus tard, un autre HMS Discovery part en expédition, cette fois à destination du pôle Nord géographique. Cherchant un passage facile vers le Groenland, le HMS Discovery et le HMS Alert voguent ensemble au milieu de la glace. Un groupe d'hommes finit par débarquer pour continuer le voyage à pied et réussit à atteindre le Farthest North, c'est-à-dire le record, à l'époque, du point le plus au nord jamais atteint, 83 degrés 20 minutes 26 secondes nord. Les conditions ne leur permettant pas de continuer, ils rebroussent chemin. Même si le pôle Nord n'a pas été atteint, l'exploit est assez retentissant pour faire entrer le capitaine du Discovery, George Nares, sur les cartes de la zone, puisque son nom a été donné au détroit de Nares, non loin du cap Discovery. Après cette expédition, le navire prend une retraite bien méritée. Enfin, en 1901, on finit de construire le RRS Discovery, spécialement conçu pour l'exploration de l'autre pôle de notre planète. C'est durant l'expédition Discovery menée par Robert Falcon Scott que le navire inscrit lui aussi son nom dans l'histoire, puisque l'expédition parvient à repousser encore l'exploration en direction du pôle sud géographique, atteignant les 82 degrés de latitude et découvrant de nouvelles terres riches en faune, particulièrement en pingouins empereurs. 1131 jours après son départ, le Discovery finit par rentrer au Royaume-Uni en 1904, où il est vendu pour servir de bateau de transport entre Londres et la baie d'Hudson, au Canada. Il a ensuite une histoire mouvementée, participant à la Première Guerre mondiale, la Révolution russe, la Seconde Guerre mondiale et encore quelques expéditions. Aujourd'hui, il est restauré et visitable dans le port de Dundee, en Nouvelle-Écosse. Tous ces navires ont inspiré Arthur C. Clarke, qui décide de créer le vaisseau spatial Discovery dans son roman 2001, L'Odyssée de l'espace. La NASA en fera de même pour sa navette spatiale, quelques années plus tard. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la navette Atlantis ne tire pas son nom de la célèbre cité perdue de l'Atlantide. D'ailleurs, le navire dont elle tire le nom n'a pas non plus découvert de choses exceptionnelles. La navette tient son nom du voilier de recherche océanographique américain RV Atlantis. Construit spécialement pour les besoins des scientifiques spécialisés dans la recherche océanographique, il démarre sa carrière à la fin de l'année 1930. Il se fait particulièrement remarquer lors de l'étude des plaines abyssales, un champ d'étude déjà exploré par le HMS Challenger. Pendant 34 ans, le RV Atlantis va mener diverses expéditions à but scientifique pour le compte du Woods Hole Oceanographic Institute, avant d'être vendu en 1966 au CONICET argentin, l'équivalent argentin du CNRS. Rebaptisé El Austral, il continue les expéditions scientifiques d'études des océans jusqu'en 2001.
Cette année-là, il change encore de nom et devient le docteur Bernardo A. Hussey, appartenant désormais à la préfecture navale d'Argentine. Remis à neuf récemment, il est aujourd'hui le navire de recherche le plus ancien encore en service, avec plus de 2 millions de kilomètres parcourus au dernier recensement. Pour la toute dernière navette de la flotte américaine, c'est encore une fois à James Cook qu'on fera référence. En pleine époque des Lumières, l'Empire britannique a la grande ambition de rayonner à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi territorial. James Cook, cartographe de génie, va commander sa toute première expédition. 2 principales missions lui sont confiées. D'abord, se rendre sur l'île nouvellement découverte de Tahiti et y observer le transit de Vénus devant le Soleil, afin de contribuer aux observations mondiales et estimer précisément à quelle distance se trouve notre étoile. Ensuite, Cook doit, lors du voyage retour, tenter de trouver la légendaire Terra Australis, ce continent austral mythique, et le cartographier. Certains autres explorateurs européens connaissent déjà en partie ce qui sera nommé plus tard l'Australie, mais cette vaste zone de l'hémisphère sud regorge encore de mystères et possiblement de richesses pour l'Empire britannique. Pour mener à bien cette expédition, on lui confie un navire modeste mais robuste, le HMS Endeavour. Il quitte la Grande-Bretagne en août 1768 et arrive quelques mois plus tard à Tahiti pour la première partie de leur voyage. Tahiti est littéralement un lieu de tous les plaisirs pour les hommes, mais l'observation du transit de Vénus n'est pas un succès au niveau scientifique. Malgré les conditions parfaites d'observation, les calculs sont imprécis, du fait du phénomène de la goutte noire, phénomène optique qu'on peut comparer à ce qu'on voit quand 2 doigts sont sur le point de se toucher. Le premier objectif de la mission est donc un échec, mais on est loin de la fin du voyage. L'Endeavour, aidé d'un savant et prêtre polynésien, Tupaya, quitte Tahiti et atteigne les 2 îles méconnues à l'époque de la Nouvelle-Zélande en 1769. Cela faisait 300 ans qu'aucun Européen n'y avait mis les pieds, et James Cook démontre ses talents de cartographe en produisant une carte extrêmement précise des 2 îles, prouvant ainsi que la Nouvelle-Zélande, découverte 300 ans plus tôt, n'est pas la côte est de Terra Australis, mais juste 2 îles. L'Endeavour fait ensuite route vers l'ouest en direction de la Nouvelle-Hollande. À l'époque, voici à quoi ressemble cette terre sur les cartes britanniques. Cook a bien l'intention de mieux connaître la partie est de la Nouvelle-Hollande. Il débarque en un lieu qu'il nommera Botany Bay, proche de ce qui sera dans le futur la ville de Sydney. Après des observations de la faune, de la flore et de furtifs contacts avec les aborigènes, il quitte Botany Bay et se lance dans la cartographie de l'est de la Nouvelle-Hollande. Pour ce faire, le navire longe les côtes sans s'arrêter, de jour comme de nuit. Malheureusement, le navire heurte un récif et oblige l'équipage à rejoindre les terres pour faire des réparations de fortune. Le récif qu'ils ont frappé est en réalité dans la grande barrière de corail que les Britanniques découvrent à ce moment précis. La rivière qu'ils empruntent pour réparer le navire est baptisée Endeavour River, et durant cette semaine, les scientifiques de l'expédition profitent de cet arrêt imprévu pour étudier la faune et la flore locales et sympathiser avec les aborigènes. C'est à cet endroit que les Européens rencontrent pour la première fois l'animal qu'ils baptiseront le kangourou. Mais le voyage commence à durer et il est temps de rentrer. Après avoir effectué des réparations plus avancées de l'Endeavour à Batavia, Cook et son équipage font route vers l'Empire britannique, un voyage retour de 6 mois. Par la suite, Endeavour va servir de navire marchand puis de transport de troupes sous le nouveau nom de Lord Sandwich II, avant d'être coulé volontairement avec d'autres navires à Newport, à Rhode Island, durant la guerre d'indépendance pour bloquer le port contre l'arrivée des Français. Aujourd'hui, peu d'éléments de l'Endeavour ont été retrouvés et récupérés du fond de la mer. Une réplique est présente dans le port de Sydney, et la navette Endeavour, qui effectuera 25 vols dans l'espace de 92 à 2011, est aujourd'hui exposée au California Science Center de Los Angeles. J'espère que vous aurez aimé ce nouveau format de vidéo. On va essayer de parler de noms d'avions, de noms de vaisseaux spatiaux, enfin de tout ce qui est aérospatial et des noms assez bizarres qu'on leur a donnés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours aller sur le Utip, c'est comme le Tipeee, mais c'est mieux que Tipeee. Et ça vous permet, en regardant une pub ou en faisant un don, de soutenir la chaîne financièrement. J'espère que ces histoires de noms d'oiseaux vous auront plu, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Stardust. Ciao!